Eh bien, on m'a demandé de faire une vidéo sur les United States Ship Constitution, donc je vais le faire, et nous allons le faire dans un format spécial, donc plus long, meilleur et plus direct. Cette vidéo répond à une question posée dans un des premiers épisodes de Dry Dock. Alors, jetons un œil à l'United States Ship Constitution. Comment se compare-t-elle aux frégates de la Royal Navy de son époque? Était-elle vraiment si performante? Était-ce simplement de la chance, ou un peu des deux? Pour comprendre les défis de la Constitution, il faut en savoir plus sur elle et ses opposants. La Constitution faisait partie des 6 frégates initiales commandées par la marine américaine via le Naval Act de 1794, après qu'il soit devenu évident que l'idée originale d'une milice citoyenne de la mer serait à peu près aussi efficace qu'une lettre rédigée sur un ton furieux pour arrêter quelqu'un disposant d'une marine capable de traverser l'Atlantique. Et plus précisément quand vous aviez des endroits comme l'Algérie. Défiant le gouvernement américain en saisissant des navires marchands et profitant de l'absence de marine des États-Unis pour agir impunément, il fallait réagir. La commande initiale devait porter sur 4 frégates armées, chacune de 44 canons, Chesapeake, Constitution, Président et États-Unis, ainsi que 2 navires plus petits, le Congrès et la Constellation, armés chacun de 36 canons. Des problèmes de construction ont finalement placé la Chesapeake entre les deux, avec 38 canons. Les concepteurs ont compris qu'il n'y avait absolument aucune chance que la toute jeune marine des États-Unis puisse égaler ou même s'approcher du nombre de navires que possédaient les Britanniques, les Français, les Espagnols, les Danois, les Russes, les Turcs, etc., pouvaient déployer. En plus de tout cela, il n'y avait même pas un seul vaisseau de ligne commandé. Ainsi, les frégates devraient être plus solides que la moyenne pour être utiles, mais cela ne servirait à rien si le premier vaisseau de ligne venu les rattrapait simplement, donc elles devraient aussi être rapides. Cela signifierait inévitablement un navire grand et coûteux, et donc en utilisant des bordages et une charpente épais et lourd. C'était à mi-chemin entre un petit vaisseau de ligne et une frégate. En plus d'un armement exceptionnellement lourd et d'une grande surface de voilure, les navires furent construits. Les bois les plus résistants, comme le chêne blanc et vert, furent choisis pour la charpente et la coque. On notera surtout l'emploi de contreventements diagonaux pour rigidifier et maintenir la solidité de la coque, malgré les dommages subis par la structure. Cela rendait les navires beaucoup plus rigides qu'un navire typique de l'époque, ce qui entraînait également moins de dommages accidentels causés par le navire. Le flambage et la flexion dans les vagues, c'est-à-dire lorsque la coque flexible du navire se courbe en suivant la forme de la mer. Cependant, cela présentait quelques petits inconvénients, car la coque était moins capable de suivre la courbe de la mer. Cela signifiait que le navire n'était pas aussi rapide qu'il aurait pu l'être par mer agitée. Et, deuxièmement, il y aurait certains cas particuliers où le manque de flexibilité de la coque pourrait causer plus de dégâts lors d'incidents comme un échouement brutal. Cependant, cette innovation était en avance sur son temps et ne s'est généralisée dans les principales marines qu'aux années 1810-1820. Cela conduirait à la dernière expansion des vaisseaux de ligne en bois, des navires de 100 à 120 canons des 2 siècles précédents aux vaisseaux de 140 à 160 canons des années 1850. Bien qu'ils soient classés pour 44 canons, donc avec 44 sabords, la plupart des navires de l'époque embarquaient des armements variés selon l'officier commandant. Mais l'armement le plus courant de la Constitution était de 30 canons longs de 24 livres sur le pont batterie et de 22 caronades de 32 livres sur le pont supérieur. Quelques pièces de chasse de 24 livres à l'avant et à l'arrière complétaient l'ensemble. Elle était bien plus lourde que la plupart des frégates, qui avaient généralement des canons longs de 18 livres et, au-dessus, des canons longs de 12 livres ou des caronades de 24 livres. Le poids indique celui du boulet, et le type de canon était aussi révélateur. Un canon long pouvait atteindre 5 kilomètres, mais la précision baissait avec la distance. La caronade était en fait un fusil de chasse version artillerie. Portée courte, faible vélocité, mais capable de tirer un projectile beaucoup plus lourd grâce à la légèreté globale du canon par rapport à son calibre en raison du canon court. Cela signifiait que l'on pouvait installer des canons très lourds plus haut dans le navire. La contrepartie, bien sûr, c'est que ces canons n'avaient pas la même portée que les canons longs des ponts inférieurs. La plupart des canons navals de l'époque utilisaient des projectiles de 6, 9, 12, 18, 24, 32 ou, dans certains cas, 42 livres. Certaines caronades utilisées sur les vaisseaux de premier rang étaient des armes de 68 livres, et celles-ci étaient vraiment terrifiantes.
Voyons l'autre côté. Les Britanniques avaient un système de classification pour décrire leurs navires. Les vaisseaux de ligne allaient des grands premiers rangs, comme le Victory, avec plus de 100 canons, jusqu'au troisième rang plus courant, avec 64 à 80 canons. À cette époque, il s'agissait de vaisseaux de quatrième rang avec 50 à 60 canons. Les canons avaient été retirés de la ligne de bataille, mais ils étaient très rares, car la plupart provenaient auparavant de vaisseaux de ligne et n'étaient donc pas les mieux adaptés aux longues croisières, comme l'exigeaient les frégates. Ils étaient également très coûteux pour ce rôle. Les deux derniers étaient les cinquièmes rangs, 32 à 44 canons, et les sixièmes rangs, jusqu'à 20 canons. Tout ce qui était en dessous n'était pas classé et pouvait être un sloop, une goélette, un brick ou un coeutre. On constate que la Constitution occupait le sommet du cinquième rang, mais vu son armement, elle correspondait en réalité à un quatrième rang dans le système britannique. Cependant, les navires britanniques de quatrième rang, tels que le His Majesty's Ship Leander et le His Majesty's Ship Leopard, disposaient d'une batterie de pont comparable, mais avec des canons longs de 12 livres plus légers sur le pont supérieur, au lieu de caronades, ce qui les rendait plus adaptés au combat à longue portée. Le système de classification comportait aussi une grande diversité. Non seulement le nombre de canons, mais, comme nous l'avons vu, le poids des projectiles tirés par ces canons pouvait varier considérablement, tout comme la construction des navires. Les navires britanniques, avec un rapport longueur-largeur plus court, étaient agiles et robustes, supportant des années d'utilisation. Les navires français similaires étaient souvent plus rapides, avec un rapport longueur-largeur supérieur pour un nombre de canons équivalent, ce qui les rendait également un peu plus spacieux, mais ils payaient cela par une perte d'agilité et une moindre durabilité. Un navire français passait souvent bien plus de temps en cale sèche qu'un britannique et ne pouvait rester en mer aussi longtemps avant que ses membrures ne se disjoignent. Ce problème concernait les navires français de 80 canons capturés, comparés aux britanniques de 74 canons durant les guerres napoléoniennes. Bien sûr, il y avait toujours des exceptions des deux côtés. D'autres marines, comme l'Espagnol, faisaient leur propre choix, construisant par exemple des navires capitaux entièrement en acajou, ce qui, j'en suis sûr, doit beaucoup attrister les collectionneurs de meubles anciens de nos jours. Alors, quand on se pose maintenant la question comment l'United States Ship Constitution se compare-t-elle aux différentes frégates que la Royal Navy avait à disposition? Les deux marines se sont affrontées de 1812 à 1814, offrant un bon aperçu des forces et faiblesses du navire. Il faut d'abord exclure totalement les navires de sixième rang de la comparaison. Ils n'auraient clairement aucune chance face à un navire comme la Constitution. Sans navires de quatrième rang, très rares, il ne nous reste que ceux de cinquième rang. Nous allons d'abord étudier le His Majesty's Ship Guerrière, un 38 canons que la Constitution a affronté. Au moment de l'affrontement, les navires étaient d'un âge similaire et étaient tous deux surarmés par rapport à leur conception d'origine. Le Guerrière, dans ce cas, disposait d'une puissance de feu principale de 30 canons, longs de 18 livres, et de 16 caronades de 32 livres, soit 6 caronades de moins que la Constitution, mais avec une batterie de canons longs, un cran en dessous en termes de poids de boulet. Le nom pouvait aussi laisser deviner que ce navire était à l'origine français, capturé au combat par le His Majesty's Ship Blanche. Le navire était donc assez léger et restait en mer plus longtemps que recommandé pour ce type de bâtiment. Il n'est donc pas surprenant que, lors d'un combat à courte portée, la bordée de la Constitution, 50% plus lourde que celle de la Guerrière, combinée à une coque nettement plus solide, a rapidement eu raison de l'ancien navire français. La frégate de classe Lively, His Majesty's Ship macédonienne, est armée comme la Guerrière et presque aussi rapide que les grandes frégates américaines. Ce navire aurait une coque bien plus solide, supportant plus de coups. Elle a combattu le United States Ship United States, navire jumeau du Constitution, et a perdu lourdement, sous-équipé et avec 50% de mâts en moins. Sa construction solide a permis au navire de rentrer au port et d'être intégré à la marine américaine sous le nom du United States Ship Macedonian, alors que la Guerrière était inutilisable après son combat et a dû être brûlée en mer. Notre prochain candidat est un autre ancien navire français, le His Majesty's Ship Java, frégate de 38 canons surarmés mais toujours surpassée par la puissance des frégates américaines, bien que pas autant que la macédonienne et la Guerrière.
Elle affrontera aussi la Constitution et, malgré un équipage novice, elle était en fait plus rapide que le navire américain. Ces canons ont d'abord bien fonctionné, infligeant des dégâts et des pertes, avant que la puissance de feu supérieure de la Constitution et la coque légère de la Java, d'origine française, ne fassent pencher la bataille de façon décisive en faveur des Américains. La Constitution a dû s'éloigner plus d'une heure pour des réparations avant de capturer le navire. Comme la Guerrier, elle était inutilisable pour le sauvetage et a été incendiée après l'évacuation de l'équipage. Ensuite, nous allons examiner le His Majesty's Ship Shannon de la classe Leader. Armé comme la Java, ce navire britannique était construit sur des plans français. Assez rapide, mais avec une coque plus lourde. Elle allait affronter l'United States Ship Chesapeake, la demi-sœur légèrement plus petite de la Constitution, lors de cette bataille. Le navire américain n'avait qu'environ 20% d'avantage en puissance et en masse, mais l'équipage du Shannon, très entraîné, a remporté la victoire de façon décisive. Cela montrait que l'avantage de puissance et de masse pouvait être surmonté. Tant que cette différence n'était pas trop grande, mais un combat entre le Shannon et la Constitution aurait été un tout autre jeu. Enfin, nous allons examiner le His Majesty's Ship Endymion, un navire légèrement plus grand, classé à 40 canons, qui allait affronter l'United States Ship President. Comme la classe Leader, elle a été conçue sur des bases françaises avec une influence britannique pour renforcer la coque. Fait essentiel, contrairement aux navires précédents, elle possédait une batterie semblable aux navires américains, avec des canons longs de 24 livres et des caronades de 32 livres, mais en nombre un peu moindre. Cela laissait aux grandes frégates américaines un avantage de 20% en masse et en puissance de feu, mais en réalité un déficit de 6 à 7% en vitesse. Ce combat est difficile à juger car l'Endymion était en tête d'une escadre britannique complète. Ainsi, le président cherchait surtout à démâter son adversaire, tandis que l'Endymion visait à endommager la coque adverse avec succès. Bien que la fin de la bataille, au cours de laquelle le président a été capturé, soit entourée de beaucoup de rancœur et de débats, les journaux de bord et déclarations des navires et équipages des deux camps après le combat montrent clairement que le président avait perdu. Avec Endymion, elle a amené son pavillon et l'Endymion s'est préparé à réparer son gréement avant de prendre possession, comme la Constitution lors de ces deux combats. À la suite de cette bataille, il y a eu bien sûr des tentatives politiques du gouvernement américain et du capitaine du président pour minimiser les raisons exactes de la capture du président. Tout cela montre que si les frégates lourdes américaines surpassaient nettement les frégates françaises et restaient supérieures aux navires britanniques de 38 canons, elles n'étaient pas vraiment meilleures que l'Endymion de 40 canons et ses sœurs. Ces dernières, bien plus grandes et puissantes qu'une cinquième classe standard, restaient toutefois moins puissantes que les américaines, mais leur vitesse empêchait les navires américains de fuir le combat. Cependant, compte tenu des circonstances de ce combat en particulier, la chose la plus juste que l'on puisse dire est la suivante. Cela reste une question ouverte et dépendrait probablement des circonstances précises d'un tel affrontement. Les circonstances particulières du combat Endymion contre président ont déjà été soulignées. Donc, la façon dont se déroulerait un simple duel entre les grandes frégates britanniques de 40 canons et les lourdes frégates américaines reste encore un peu incertaine. Cependant, de manière générale, il y avait très peu de navires comme Endymion dans la Royal Navy, donc la conclusion générale serait que face aux frégates, les navires américains étaient généralement supérieurs. Comme dit précédemment, il est normal qu'un vaisseau de 4e rang batte un de 5e rang. La dernière partie de la question du spectateur concernait à l'origine les Rasenau. Ces anciens vaisseaux de ligne de 3e rang ont été réduits d'un pont pour devenir des frégates de 4e rang, en réponse directe au premier succès des navires américains. C'était bien plus rapide que de construire un navire neuf, alors qu'Endymion était à la limite basse du 4e rang, et la Constitution se trouve clairement au milieu de ce groupe. Regardons un rasé ayant combattu lors de la guerre de 1812, le His Majesty's Ship Majestic. Avec un nombre impressionnant de 58 canons pour un navire de la taille d'une frégate, le Majestic était de taille et de vitesse similaires à la Constitution. Cependant, ses origines lui donnaient plusieurs avantages. Premièrement, sa coque était celle d'un véritable vaisseau de ligne, et elle était donc encore plus résistante que celle des Américains. Ensuite, grâce à la forme, la conception et la robustesse de sa coque, ainsi qu'à la surface de voilure qui était prévue pour un navire bien plus grand et plus lourd,
Elle pouvait maintenir sa vitesse bien mieux par gros temps et en mer agitée, ce qui lui donnait un avantage de vitesse dans certaines conditions, mais surtout, encore une fois, à cause de ses origines de vrais vaisseaux de ligne. Elle portait une batterie de pont de 28 canons longs de 32 livres et 28 caronades de 42 livres sur le pont supérieur. Cela lui donne 40% de puissance de feu en plus que la Constitution, un avantage presque aussi grand que celui du navire américain face à Guerrière et Java. Et plus important encore, tous ces canons étaient capables de percer même la coque en chêne solide de la Constitution. Alors que les canons de 18 livres de Java et de Guerrière avaient très souvent échoué à le faire. Avec une telle puissance de feu, un combat rapproché entre les deux navires à équipage égaux favorisera forcément le Majestic. Cependant, d'autres rasés possédaient une puissante batterie de canons longs de 18 livres et des canons supplémentaires de 9 livres. À la place de caronades sur le pont supérieur, leur puissance de feu est réduite au niveau de celle du Constitution. Mais dans ces cas, il ne faut pas oublier les leçons de l'United States Ship Essex. L'Essex, petite frégate américaine de 32 canons, participa aussi à la guerre de 1812 mais fut capturée. Équipée surtout de caronades à courte portée, elle a affronté une frégate britannique de 32 canons longs restés hors de portée et qui a pilonné l'Essex jusqu'à sa reddition. Par conséquent, même si engager un combat rapproché avec ces autres rasés n'aurait peut-être pas été une bataille aussi décisive. Leur batterie longue portée est bien meilleure, car les canons longs de 24 livres de la frégate américaine s'opposent à des canons de 32 livres. Avec des canons plus légers capables d'endommager les mâts, le gréement et l'équipage américain, ces autres rasés auraient un avantage dans le combat à longue portée. Par conséquent, en conclusion générale, on peut dire que les lourdes frégates américaines, représentées par le United States Ship Constitution, avaient un avantage certain sur la grande majorité des autres frégates en service à l'époque. Bien que certaines 38 canons comme la Shannon auraient probablement pu rendre le combat plus équilibré selon la qualité relative des équipages des deux navires. Elles auraient en outre à peu près les mêmes chances face aux très rares plus grandes frégates de la Royal Navy comme l'Endymion. Mais elles seraient à un net désavantage face à un vaisseau de ligne rasé.